Il n'y a rien de macabre. Macabre, c'est un état d'esprit. C'est la façon dont on perçoit les choses. Moi, je ne les perçois pas comme ça. Donc pour moi, une scène de crime, c'est rien de macabre. Il y a un mort, mais ce n'est pas parce qu'il y a un mort que c'est macabre. C'est juste une question, une façon de voir les choses. C'est un métier qui me plaisait. C'est une profession qui me plaisait, c'était un coup de cœur. Mais la difficulté pour moi, ça a été à un moment donné de me dire que je ne soignerai plus jamais personne. Or ici, clairement, c'est quelque chose que j'ai dû mettre de côté. Donc il a fallu que je fasse le deuil de cet aspect-là de la médecine, curatif, préventif, pour accepter alors de devenir médecin légiste. Et ça a été relativement facile parce que j'avais d'abord été médecin à l'armée pendant 1 an, hein, c'était le service militaire. Je suis un dinosaure, moi. Je suis encore de l'époque où on faisait son service militaire. Et là, ça m'avait bien plu. C'était une médecine qui était assez aiguë. Ça veut dire que c'était pas des pathologies chroniques, c'était pas des maladies qui revenaient tout le temps. C'était des gens qui souffraient à un moment donné d'une maladie. Bon, on pouvait les soigner. Et je me suis vite rendu compte en venant dans le civil qu'on avait très peu d'aigus, mais beaucoup de chroniques. Et ça m'allait pas. Voir cet aspect répétitif d'un patient à soigner qu'on n'arrivait jamais à guérir finalement, hein, c'était aussi, quelque part, un aveu de faillite de la médecine que de ne pas arriver à guérir les gens. C'est normal, c'est comme ça. La médecine ne guérit pas tout. Elle soigne beaucoup. Mais je m'y suis pas fait. Non, pas du tout. Mais j'ai jamais vu la mort. Moi, je vois des morts. Mais la mort en soi, je ne l'ai jamais vue. Je ne la verrai que le jour où je mourrai, comme vous. Hein. On voit des morts, mais les morts, c'est jamais que l'expression de ce qui arrive une fois que la personne est décédée. Mais c'est quand même pas la même chose. À ce que dit mon agenda, tout est précisé. Tel jour des expertises, tel jour garde, tel jour, et ainsi de suite. Tous les jours, je vois ce que je fais. Priorité aux cours. Une fois que les cours sont placés, les réunions importantes. Et ensuite, on comble avec le reste. Ça fonctionne par appel. Ça veut dire qu'on est de garde pendant à peu près 24 heures. Et pendant cette période, on est à disposition de la justice. Le procureur du roi nous appelle, ou le juge d'instruction nous appelle, pour aller à tel endroit voir un mort. On va à tel endroit voir le mort. Et alors on se conforme à la réquisition de la justice. C'est pas moi qui décide d'aller voir un mort plutôt qu'un autre. C'est pas moi qui décide qu'on va l'autopsie ou pas. C'est le magistrat qui décide sur base des informations que je lui donne. Et qu'il a aussi de la police, forcément. C'est l'intégration des deux. Donc, on va voir le corps, on l'examine sur place, et puis on le ramène éventuellement pour une autopsie. Je dis toujours qu'une garde, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Moi, je pensais déjà pas que le premier bouquin allait marcher. On en a vendu 400 000, comme quoi j'ai absolument pas le pif pour ça. Et j'ai demandé aux gens, disant, qu'est-ce qui vous plaît dans cette affaire? Et ils me répondent en général 3 choses différentes. Le premier, c'est que l'histoire, en tout cas le fond médico-légal est vrai. L'histoire autour, elle est romancée pour pas qu'on reconnaisse ça. Et d'ailleurs, je change les prénoms. C'est les prénoms de tous mes copains qui sont dans mes bouquins. Donc le fond médico-légal est vrai. Et ça a aujourd'hui vraiment beaucoup de portée. Les gens aiment bien. Je rencontre déjà un aspect que la société aime. Ensuite, j'ai un ton qui est assez humoristique pour traiter de ça. Et les gens le voient, le sentent, rigolent en lisant mes histoires. Non, ça porte et ça marche aussi, ça. Et puis, troisième chose, les histoires sont courtes. Vous pouvez commencer le bouquin aujourd'hui, lire 10 pages, le déposer, retourner 1 mois plus tard. Vous n'avez pas besoin de recommencer au début, parce que vous ne vous souvenez pas. Voilà, c'est ça qui fonctionne, d'après ce que disent les lecteurs. Ah, il faut le prendre. J'ai carrément arrêté pendant 2 semaines. Il me faut 3 semaines pour faire un livre. Hein. Et là, j'ai avec 2 semaines. Donc les 2 tiers du bouquin sont écrits, il manque un tiers. Et là, je grappille des jours partout où je peux pour tenter de combler le trou. En reparcourant mes cours, en reparcourant ma vie, je retombe sur les tas d'histoires que je peux encore raconter. Dernièrement, je vais faire une conférence. Et il y a un bonhomme qui faisait partie de l'organisation qui me dit « Vous vous souvenez de l'histoire de la stalactite ?» Et je me dis « L'histoire de la... » Oui, j'avais oublié. J'ai oublié que j'avais eu un mort qui était mort par pénétration d'une stalactite à l'intérieur de son corps. Et il y a plein de trucs comme ça que, vous savez, en 30 ans, vous avancez, vous ne restez pas sur les affaires anciennes. On a toujours des affaires nouvelles qui viennent. Et moi, j'oublie. Et je me suis dit, je vais me promener les rues de Liège, ce que j'ai fait. Et en me promenant dans les rues, je me suis rappelé qu'à cet endroit-là, il y avait une défenestrée, qu'à cet endroit-là, il y avait autre chose. En même temps, j'ai reparcouru toutes les dias de mes cours. Tous les ans, je vois, en voyant les dias, je sais ce que je dois dire.
Mais je n'y pense pas nécessairement. Et j'ai repassé tout mon cours en vue, et il y a plein d'histoires, notamment des égorgés. Je raconte une histoire avec un égorgé, un suicide, un accident et l'autre un meurtre, et je montre les différences qu'il y a. Le chapitre s'appelle « À gorge déployée », celui-là j'ai déjà rédigé, mais je n'avais jamais pensé à le faire. Mes collègues français aussi me disent qu'il y a effectivement plus de gens qui sont intéressés. Ça c'est très bien parce qu'on en manque. On en manque, mais ce n'est pas parce que plus de gens sont intéressés qu'on aura les moyens de les garder. Parce qu'il y a toujours un problème financier dans l'histoire et on sait que la médecine légale ne rapporte pas assez pour qu'un médecin puisse vivre. C'est pas possible. D'ailleurs, quand on a créé la spécialité en 2002, l'arrêté ministériel de création de la spécialité a bien spécifié que c'était une spécialité que l'on pouvait exercer avec une autre spécialité. Donc nous sommes les seuls à pouvoir avoir deux spécialités. La plupart d'entre nous sont experts judiciaires, c'est mon cas, ou anatomopathologiste, qui est aussi une autre spécialité de la médecine. Pourquoi? Parce qu'il faut bouffer, quoi. Et que sur base de la médecine légale, il n'y a pas moyen de vivre correctement, c'est pas possible. Sauf être professeur d'université comme moi. Moi, je suis payé par l'État pour donner mes cours, pour gérer un service de médecine légale, pour faire de la recherche. Ça, c'est le statut de professeur d'université. C'est un excellent statut, c'est un très beau salaire, j'ai pas de problème avec ça. Mais les autres? Et puis je me suis engagé à ça. Et c'est un métier que je ne laisserai jamais tomber. Allez, j'en ai encore pour entre 5 et 7 ans. Je pense que le gouvernement nous réserve en matière de pension. On va voir. Mais je compte bien aller jusqu'au bout, oui. Je ne lâcherai pas. En Belgique, on autopsie pas assez de morts dans l'année. La moyenne européenne est de 12%, la moyenne belge est de 1 à 2%. Ça fait un gap extraordinaire. 10 fois moins. 10 fois moins en Belgique. Et comme j'ai dit toujours aux Français, mais à titre de boutade, écoutez les gars, venez tuer en Belgique, vous avez moins de chances d'être pris qu'en France, hein, objectivement. Donc il y a un problème. Alors, le ministre, il s'appelait Van Quinkenborn, qui était ministre de la Justice. Je ne suis pas sûr de prononcer correctement son nom, c'est un peu complexe. Et moi, en langue, je suis nul. Donc, ce ministre avait créé un projet très intelligent, vraiment un très beau truc, il s'appelle le projet IML. Il créait 2 instituts de médecine légale au nord du pays, 2 au sud et 1 à Bruxelles. Et il donnait un financement à ces instituts à condition qu'ils fonctionnent tel que la loi le disait. Et c'était super bien fait. Mais bon, le projet s'est enlisé, on a changé de gouvernement, le ministre actuel, il n'en parle pas du tout. Donc j'ai l'impression qu'en fait, on a assisté à un enterrement de première classe. Ceci dit, le problème de l'Europe est toujours là. L'Europe va un jour ou l'autre réinterpeller la Belgique. J'espère qu'on le fera avant d'arriver au terme d'un gouvernement, mais plutôt au début, hein, ce qui permettrait d'avoir une action un peu construite plutôt que de commencer quelque chose qui va tomber parce qu'on change de gouvernement. Et quand on voit les délais qu'il faut pour faire un gouvernement en Belgique, il vaudrait mieux réfléchir très vite. Voilà. Tout le temps. Mais ça me dérange pas, les gens sont super gentils. C'est juste pour prendre un selfie, c'est juste pour dire bonjour. C'est très sympa et c'est vraiment pas dérangeant. Ça prend pas de temps non plus. Donc voilà, c'est gentil, j'aime bien. Ça n'a rien changé dans ma vie, hein. Je vis exactement comme avant, je vais dans le même restaurant, je bouffe avec les mêmes copains, etc. Une bonne bouffe avec les copains. Alors si c'est dans l'exercice de ma profession, ce que j'adore, c'est les autopsies, hein, évidemment. Aller à la recherche des éléments, des indices à l'intérieur d'un corps, c'est juste passionnant. C'est fatigant, c'est assez physique, on n'imagine pas. Une autopsie, c'est debout pendant 2h30 à côté d'un cadavre à le manipuler, en même temps que de réfléchir, c'est vrai que c'est assez fatigant. Ça n'a l'air de rien, mais il faut le faire une fois pour voir. Ah, mais c'est comme d'habitude, c'est le cadavre qui pue, hein. C'est le putréfié. Ah, c'est une horreur. Le pire, c'est que ça se sent bien et de loin. Donc, quand vous arrivez quelque part, vous arrivez dans une maison, et vous savez, tout de suite. Quand vous n'êtes pas habitué, vous dites « Oh, c'est une poubelle ». Ou « Tiens, il y a une drôle d'odeur ». Mais quand vous avez fait l'accroche au niveau cérébral entre l'odeur et la réalité qu'elle représente, c'est fait, c'est bon, dès que vous la sentez, c'est parti. Liège, j'ai l'impression d'être chez moi, c'est à moi, c'est ma ville. Je suis né là, je mourrai là. J'adore ma ville. Liège, c'est pas la plus belle ville au monde, mais c'est la ville où on se sent le mieux. Les Liégeois sont super sympas, ils sont accueillants. Vous pouvez parler avec un chien, avec un chapeau à Liège, avec n'importe qui. Vous pouvez parler, il y a toujours un sujet de discussion. Dans les bus, partout, c'est vraiment très agréable, j'adore cette ville. C'était pas éprouvant du tout pour moi, j'étais très content d'être enfermé. J'étais enfin chez moi. On est resté enfermé en famille, là. C'était un milieu très, très sympa, finalement. J'ai bien aimé.
Et j'ai pu rattraper tout le retard que j'ai dans mes dossiers. Donc j'étais à jour. Et comme on n'était pas interdit de circuler pour le boulot, hein, j'allais à l'Institut de médecine légale déposer mes dossiers, imprimer, etc. Tout était prêt pour le jour où on reprendrait une activité. Et j'intervenais tous les jours pour faire ce qu'on appelait le Corona News sur Vivacité dans une émission qui s'appelle C'est pas fini. On expliquait quelle était la situation mondiale et je tentais un peu de démystifier le coronavirus et d'apaiser tout le monde, enfin les auditeurs en tout cas, ceux qui écoutaient la chaîne, en leur expliquant que les risques étaient quand même minimes, qu'il fallait pas trop, il fallait être prudent, mais qu'il fallait pas en avoir trop peur. Que de toute façon, on serait tous infectés, ce qui était le cas, et on allait tous devoir développer notre propre immunité. C'est toujours comme ça quand une nouvelle maladie apparaît. Il y a toujours un quota de défunts, et puis il y a des gens qui survivent, et malheureusement, c'est comme ça dans la nature. Aujourd'hui, tout le monde a quasiment oublié. Hein. Moi, j'ai eu cette période-là. Elle est balayée de ma mémoire, c'est parce qu'on en parle, mais c'est passé. L'être humain a cette capacité-là que je trouve phénoménale, d'oublier, ou pas toujours, ça dépend, mais pour des situations comme celle-là, d'oublier ce qui va être mauvais et de conserver ce qu'il y a de bon. C'est un des avantages que nous avons sur le plan psychologique.